Antonio Lopez, directeur solutions conseil au sein du cabinet Sémaphore. Nous sommes un cabinet d'audit, de conseil en sciences humaines et management, et nous accompagnons les entreprises dans leurs projets de transformation. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous le replay du 13 juin dernier dédié, notre replay, pardon, du 13 juin dernier dédié à la RSE et à l'arrivée de la directive CSRD, une directive qui va imposer un reporting extra-financier aux entreprises et la publication donc d'informations extra-financières. Ce que nous avons souhaité apprécier lors de cette soirée, c'est les enjeux et les impacts de l'arrivée de cette directive pour les entreprises en matière d'engagement, en matière de gouvernance, la répartition des rôles entre une direction financière, une direction des ressources humaines, une direction générale, et également en termes d'impact pour les relations sociales étendues aux relations avec l'ensemble des parties prenantes. Je vous propose sans attendre de découvrir notre replay. À très bientôt. Donc 1h30 en format expert, on va essayer de se remettre tous à niveau sur ce sujet qui nous vient de très loin, dans beaucoup d'entreprises, dans les pratiques, dans les comportements, et puis beaucoup de législation, beaucoup de normes, beaucoup de contraintes, et ça n'est pas terminé. Et puis une deuxième partie en témoignage, en mode témoignage, partage avec des intervenants qui tous les jours manient le dialogue social en entreprise. Pourquoi ce sujet aujourd'hui, Antoine, avec qui nous avons monté ce sujet, et avec Eworth, qui est la puissance évitante. Alors vous êtes dans les locaux d'Eworth, qui sera présenté tout à l'heure par Philippe Delorme, qui nous accueille dans leur magnifique showroom, qui est... Tu en parleras mieux que moi tout à l'heure, Oui, Philippe. je vous explique. Mais voilà, le métier de l'entreprise, c'est de concevoir des meubles, c'est de faire de l'aménagement, c'est de penser le travail de demain. Et donc nous avons la chance d'être accueillis chez eux aujourd'hui. Ils auront l'occasion de développer ce sujet. Et donc, on a monté cette soirée en partenariat avec le cabinet Vivant et Avocat. J'ai toujours un petit peu de mal, je rajoute toujours associé. Et donc, avec Antoine, avec qui on a une longue collaboration depuis au moins 20 ans. C'est ça. Je disais à Antoine, Antoine Christo. Pardon, que j'ignorais que tu t'appelais Antonio. Et que j'appelle Paolo depuis 20 ans. Et en fait, on a une brochette d'Antoine. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a envisagé ce sujet avec Paolo, on échangeait il y a quelques temps en se disant le dialogue social est véritablement en train d'évoluer à la faveur de ce E environnement qui a été ajouté par le législateur dans les missions des instances représentatives du personnel. Et on s'aperçoit, en échangeant avec nos clients, à quel point le sujet est encore loin d'être compris, au-delà même d'être maîtrisé. Et ce, dans la quasi-totalité du tissu économique. Il y a des grandes entreprises qui ont abordé le sujet depuis très longtemps et qui le vivent et le respirent, mais ce n'est pas le cas de la plupart des entreprises par ailleurs. Et donc, il nous a paru intéressant de mettre en perspective ce sujet sous l'angle à la fois réglementaire avec cette directive et dialogue social, parce que notre domaine d'activité c'est le dialogue social, et aussi en prenant en compte le fait que les partenaires sociaux, là je fais référence aux négociations interprofessionnelles, ont quand même pris conscience de ce sujet depuis un certain temps. Et quand on lit l'accord du 11 avril 2023, je disais à l'instant, le préambule de cet accord montre à quel point les partenaires sociaux, les organisations syndicales ont conscience de leur manque de culture sur le sujet et de l'enjeu du sujet. Et c'est pour ça que l'ANI du 11 avril est un ANI sans obligation et sans sanction. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas été signé par la plupart des grandes confédérations. Il est signé que par la CFDT et par la CFTC. Ce qui montre la nécessité de se mettre à niveau. Et donc cet ANI est essentiellement une boîte à outils. Il a une vocation principalement pédagogique. Et le professeur Jean-Emmanuel Ray a fait un article à propos de cette ANI en disant c'est pas par l'obligation et la pénalisation, comme on a l'habitude de le faire au travers de la négociation collective, au travers de la loi sur le social,
que l'on va aborder ce sujet, c'est par la pédagogie. Et il a mis en parallèle, ce qui fait le lien avec notre sujet, la directive de la CSRD, la directive de décembre 2022, donc qui va nous occuper aujourd'hui, en disant la pression viendra beaucoup plus par le terrain, par les consommateurs sur les entreprises au travers de l'obligation de transparence que par une obligation de négociation avec des sanctions. Et donc c'est à la faveur de cette évolution législative récente qu'on a pensé qu'il pourrait être intéressant d'échanger avec des praticiens que sont Hermès, Sanofi et Worth qui pratiquent la RSE depuis de longues années. Et d'avoir cet échange avec vous autour de cette directive pour voir si elle change quelque chose, mais plutôt avoir une discussion libre autour des conséquences de cette RSE dans le dialogue social. Merci C'était un peu Antoine. long, pardon. Tout va bien, on avait 2 minutes d'avance, on est revenu. Pas tout à fait. Je voulais remercier Séverine Dupuche, directrice des relations sociales de Sanofi, de s'être rejoint à nous et de participer à cette session. Merci, parce que je sais que votre temps est précieux. Et également Antoine Christo, directeur du développement social et de la RSE pour le groupe Hermès International. Merci d'être là, vraiment. On va beaucoup parler du S, évidemment, un prisme social et des relations sociales aux relations prenantes. Ça va être un peu le fil conducteur. Mais grâce à la présence de Philippe Delorme, on aura aussi un sujet sur le E et on parlera d'économie circulaire à travers l'expérience de Hayworth. Pour lancer le sujet, on va commencer par peut-être se mettre à niveau, parce que c'est vrai que moi j'ai plongé dans cette marmite il y a 6 mois en travaillant avec Estelle Kistner-Lourd, qui est notre expert sur le sujet, et que j'appelle à me rejoindre. Et je suis tombé sous une avalanche de lois, de normes, d'acronymes. C'est pas ma tasse de thé, mais là j'ai été servi. Et donc Estelle, ta mission ce soir, c'est de nous simplifier tout ça et de nous raconter où on en est de la RSE et de l'arrivée de cette fameuse CSRD qui n'arrive toujours pas d'ailleurs. Bonjour à tous, merci de nous accueillir dans ce lieu fabuleux. Paolo m'a passé une commande, effectivement, essayer de faire un rapide rappel historique de 4 siècles en 2 minutes, donc je vais m'y essayer. Et puis, sachant qu'il y a à la fois des experts, des néophytes, pour les experts, je vais peut-être reprendre un peu rapidement l'historique de de la RSE pour qu'on ait un début et comprendre d'où arrive la CSRD. Au XVIIe siècle, les Quakers, qui étaient une communauté avant d'être une icône des céréales, une communauté d'industriels, d'experts connus pour engager des relations commerciales très intègres, avaient décidé, déjà étaient assez promoteurs des préoccupations sociales. Ils excluaient de leur business les entreprises, les actions qui ne prenaient pas en compte les dimensions sociales, la formation. Puis au XVIIIe siècle, ils ont également souhaité exclure les entreprises qui travaillaient avec l'esclavage. Donc les Quakers, ça a donné des entreprises bancaires telles que la Lloyd, des financiers. Donc finalement, l'origine de la RSE est probablement financière. Et on retrouvera le sens à la fin, après la CSRD. John Wesley, qui lui va condamner l'accumulation de richesses. Donc, il va poser finalement les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui l'investissement socialement responsable. Le premier fonds pionnier qui refuse les sin stocks, littéralement les actions du péché. On les connaît tous, hein. Certains peut-être plus que d'autres, sexe, drogue, alcool. Et donc, on est sur des bases d'exclusion, finalement. Ensuite, Howard Bowen est intéressant car il va poser les bases finalement assez académiques de ce qu'est la CSR, la Corporate Social Responsibility, traduite en français par la responsabilité sociale des entreprises, où ça devient un sujet académique où on va s'engager à faire des relations économiques et en même temps promouvoir le bien-être. Le premier fonds, suite à la guerre du Vietnam, qui va exclure les entreprises promotrices des activités de guerre, le principe de Sullivan, un autre révérend qui entre au conseil d'administration de General Motors et qui, lui, va s'attacher à émettre le premier code of conduct des entreprises, notamment pour fendre l'apartheid.
Tchernobyl arrive, probablement les États, quand bien même l'IA n'est pas arrivé en France, mais le ministre Gro Harlem Brundtland et la commission éponyme va émettre un document hors Common Future, et c'est le début du développement durable. Et elle en donne une définition. Voilà à peu près, nous sommes à la fin des années 90. Ouais. Et nous voilà, je vais accélérer. Parler plus fort. J'avais prévenu. Accélérer pendant les années 2000, où l'on assiste à une régulation. On est plutôt dans le cas d'une soft law actuellement. La Global Reporting Initiative, qui, elle, va émettre un référentiel d'indicateurs de performance qui est encore aujourd'hui utilisé par les entreprises, notamment anglo-saxonnes, qui émet le premier rapport, les premiers référentiels. Le protocole de Kyoto, le Dow Jones Sustainability Index, qui va faire la démonstration en valorisation boursière que les entreprises qui intègrent ce type de critères sont plus performantes en valorisation financière. Il y a l'activisme actionnarial qui commence avec les fonds de pension américains et qui commence à interroger les actionnaires. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on peut émettre une résolution lorsqu'on est porteur d'une action à 2 000 €, ce qui est moins le cas en France. Il faut détenir 0,5%, ce qui fait quand même un bon million, quelques millions. Les Global Compact, le Carbon Disclosure Project, qui lui va plutôt interroger le sujet du carbone, en invitant les entreprises à mesurer pour être en capacité d'avoir un thermomètre et donc d'agir. La loi NRE, et son fameux article 116, je pense que les entreprises cotées s'en souviennent encore, qui va pour la première fois imposer un reporting extra-financier à toute la sphère des entreprises cotées, et qui utilise, avec le choix de l'utilisation du référentiel, par exemple le GRI. Le prix, le Principle for Responsible Investment, là on est dans la sphère des investisseurs qui vont émettre des principes également prenant en compte l'ensemble des indicateurs. La norme ISO 26000 qui donne les principes d'une directive et comment suivre. Voilà, on est plutôt dans des approches de normalisation plutôt volontaires. Et c'est la seule que je connaissais, 26 000. On parle encore beaucoup, non? Alors, elle est toujours utilisée naturellement. Le système ISO est un système mondial. Et on voit qu'aujourd'hui, le législateur va pérenniser, en fait, l'ensemble de la dimension RSE. Alors déjà, à l'époque, avec Grenelle 1 et 2, on nous invitait à entrer dans le monde d'après. Il y avait déjà cette ambition. Je ne sais pas ce qu'il en reste. Toujours est-il qu'il y a toujours les obligations de reporting qui imposaient cette fois, nouveauté, un contrôle par les OTI, les organismes tiers indépendants. Donc en général les commissaires aux comptes, et les entreprises étaient soumises un peu plus large, le scope était plus large que les seules entreprises cotées. Cette fois, ça représentait environ 700 entreprises avec les grandes entreprises. Les experts comptables ont également porté les sujets des normes et des critères ESG avec SASB. La TCFD porte sur le sujet de la disclosure. Donc la disclosure, c'est divulguer, mettre à disposition l'information auprès des publics financiers. L'accord de Paris en 2015, qui, comme son nom ne l'indique pas, a été signé en 2016 à New York et qui avait pour vocation de contenir l'augmentation de la température à 1,5 degré. On va se poser 2 minutes sur le sujet des accords de Paris parce que c'est ce qui sous-tend souvent les engagements des entreprises actuelles. 1,5 degré pour limiter à 1,5 degré, vous l'avez aussi, je pense. Il faut donc limiter les émissions de CO2 à horizon 2030. Il faut globalement diviser par 2 nos émissions actuelles. L'engagement de Paris, c'est également à horizon 2050 de diviser, d'arriver au net zéro d'émissions carbone d'un point de vue anthropique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, actuellement, globalement, tout le monde émet à peu près 10 tonnes de carbone annuel par individu. Donc, l'ambition de 2050, c'est d'arriver à 2 tonnes. Voilà pourquoi si vous voyez fleurir peut-être des ateliers 2 tonnes, c'est poursuivre les engagements de Paris. La NFRD, qui est finalement la sœur jumelle européenne du Grenelle 1 français, puisque la France était la première à émettre cela. La NFRD, donc la Non-Financial Reporting Directive, qui obligeait les entreprises cotées, donc en France on savait déjà le faire, mais là c'était étendu à l'Europe,
à publier les informations extra-financières. La SFRD, sa sœur jumelle dans le secteur de la finance, je ne m'attarde pas. Le Rana Plaza qui s'effondre en 2016, donc le devoir de vigilance s'impose aux entreprises qui est plutôt qui vise à c'est un objectif de moyens plutôt que de résultats. Les entreprises doivent prendre en compte et décrire l'ensemble de leur chaîne de valeur. La DPEF, qui est la traduction, le document qui doit être publié dans le cadre de la NFRD. Vous me dites, hein. Et la loi Pacte en 2019, la taxonomie en 2020, et nous voilà. Noël 2022, beau cadeau, on l'attend tous. La CSRD, qui vise à engager les entreprises à rendre compte de leurs performances extra-financières. En quoi elle change par rapport à la NFRD qui est toujours en application actuelle? Je pense que Hermès publie toujours sa DPEF selon les principes, comme Sanofi, de la NFRD. Ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a un renforcement des exigences. Donc on a vu, il y a des objectifs mondiaux, un cadre normatif, une réglementation, mais la CSRD a mandaté l'EFRAG, qui est une organisation qui a été chargée par la Communauté européenne de publier un système normatif, un référentiel ESRD de normes. Pardonnez-moi, mais ce système est un cadre de reporting qui va s'imposer aux entreprises. 9 juin 2023, avant-hier, clac, on l'attendait le 30 juin, mais a été publié l'acte délégué, donc qui est en cours de consultation pendant 3 semaines auprès de l'ensemble des entreprises, des cabinets, qui devrait, si elle est adoptée, inscrire la loi et la transposer en France à horizon d'ici 1 an à peu près. Hein. Donc on est dans les temps. On est dans les temps. Il y a quand même 2 petits sujets. Alors je vous ai mis Emmanuel Faber face à notre ami de Cambourg, hein, qui est président de l'EFRAG. Emmanuel Faber est le président de l'ISSB. On va dire que ça émane de l'IFRS, et donc il y a un peu une bataille en quelque sorte entre les normes européennes et les normes anglo-saxonnes. Les Américains ayant plutôt tendance à être plus légers en termes de reporting extra-financier que l'européen. Donc ils font plutôt un gros lobby, hein, on va dire actuellement à Bruxelles sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'elle nous impose? Déjà, une obligation de divulgation étendue. Les entreprises, on estime que c'est entre x4 et x5. Avant, elles s'adressaient uniquement aux grandes entreprises cotées et aux grandes entreprises. Maintenant, elles vont globalement embarquer l'ensemble des entreprises à horizon 2025 et de façon graduelle pour les entreprises plus ou moins grosses. Donc, au 1er janvier 2026, si vous êtes patron d'une entreprise moyenne et SAS, alors qu'avant le statut juridique SAS était exclu, si vous avez plus de 250 salariés, ce qui est globalement quand même le cas de nos ETI, vous avez une obligation de publication au 1er janvier 2026 sur exercice 2025, ce qui veut dire que globalement, il faut mettre en place les actions dès 2024. Les normes sont plus exigeantes, elles renforcent également le rôle de la gouvernance et des parties prenantes, et surtout, elle introduit un lien ténu entre le reporting financier et le reporting extra-financier, à savoir, il va falloir justifier et valoriser l'ensemble des éléments. Alors, CSRD est organisé autour de 4 types de normes. Les normes transversales, dites générales, les principes généraux et les exigences globales. On parle notamment de la matrice de double matérialité, je pense qu'on va tous l'évoquer. Les normes environnementales, 5 paquets de normes, 4 paquets de normes sociales et les normes relatives à la gouvernance. Dans le cadre a priori, le changement climatique est vraiment maintenu dans l'acte délégué. Il y aura ce qui devrait changer là, donc il est paru il y a 2 jours, 250 pages, mais lorsque on le lit en diagonale, on se rend compte que la pierre angulaire reste toujours la matrice de matérialité, mais que l'impact, la matérialité de l'impact sur l'environnement donnera le là pour produire la nature des indicateurs.
Si dans votre matrice de matérialité, vous vous rendez compte que vous avez un impact sur l'eau, par exemple, à ce moment-là, il faudra rendre compte des normes environnementales sur l'eau. Si vous n'avez pas d'impact, vous n'êtes pas contraint. Tu peux nous préciser ce qu'on entend par matérialité? On va le voir après. Bon, je m'attarde pas puisque Pauline peut-être va le présenter, mais c'est du solide, hein, les normes. On interroge un certain nombre d'indicateurs, à la fois qualitatifs et quantitatifs. La différence peut-être que l'on pourrait regarder, c'est le côté très narratif. Il va falloir engager des experts de la narration. On doit rendre compte de la façon dont est produit un certain nombre de choses, pourquoi, comment, avec quels enjeux. Donc, c'est souvent des beaux produits de littérature. Hein, n'hésitez pas à en lire certains. Il y a beaucoup de poésie souvent dans ces rapports. La matrice de matérialité, donc un double enjeu. Donc, je vous ai mis la matrice de matérialité que vous reconnaissez d'Hermès, de Sanofi, de Stellantis. Comme ça, vous visualisé plusieurs figures. L'enjeu est de déterminer les impacts que votre entreprise a sur l'environnement et comment l'environnement en général interagit en termes de risques financiers notamment sur votre entreprise. Je m'explique. Vous êtes un producteur, vous êtes Bonduelle, l'impact, c'est la consommation en eau. À l'inverse, donc vous allez ponctionner les ressources. À l'inverse, lorsqu'il y a une pénurie d'eau, vous avez un risque énorme qui peut impacter financièrement les récoltes. Donc c'est ça, la double matrice de matérialité. À la fois la matérialité financière et à la fois la matérialité d'impact. Donc on va interroger l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise pour qu'elles estiment au contact du dirigeant quels sont les impacts les plus criants, les hiérarchiser, les analyser et les projeter sur cette matrice. Alors, peut-être juste 2 secondes en arrière. L'enjeu, hein, lorsqu'on établit une matrice de matérialité, et là, on va commencer à parler de dialogue social, sociétal, c'est déjà d'avoir autour de la table les bons dialogueurs, les bons protagonistes. Il va s'agir de trouver quelle est la partie prenante la plus pertinente lorsqu'il va s'agir de parler de pénurie d'eau. Donc, il faut avoir une forte connaissance de ces parties prenantes, trouver les bons protagonistes pour échanger et entamer un dialogue. Le faire également dans une temporalité active, j'ai presque envie de dire. Chaque année, presque tous les mois, des enjeux nouveaux naissent et il convient de rechallenger sa matrice. Mais ça, peut-être que vous nous en direz plus. La création de valeur. La création de valeur, c'est un enjeu également de CSRD. Donc, ça va obliger l'entreprise à se re-questionner sur sa propre création de valeur. J'ai mis Bouygues, Thales et Hermès. La création de valeur pour Bouygues, la première sphère qui lui semble pertinente à adresser, ce sont les clients. Thales, c'est la valeur intellectuelle et Hermès, c'est la création et le partage de la valeur. Ça donne déjà à voir vous nous en parlerez comment l'entreprise signifie auprès de ses parties prenantes l'intérêt de cette partage de valeur. L'enjeu va être de s'assurer de la congruence du partage de la valeur avec l'ensemble de ses parties prenantes. Si votre enjeu, c'est les clients, qu'avez-vous mis en place en interne pour vous assurer que les clients sont bien au cœur de vos process environnementaux, sociaux? Voilà. À chaque valeur, on va re-questionner l'enjeu et les parties prenantes associées. La gouvernance. J'ai fait un petit zoom sur la gouvernance puisque l'autre pierre angulaire de la CSRD avec la matrice de matérialité, les parties prenantes, c'est redonner de l'importance à l'ensemble de la gouvernance. J'ai mis Kering qui présente, Accor le fait également, la compétence, c'est quand même du jamais vu, les compétences des membres de ce conseil d'administration. Donc là, ça nécessite d'entamer un dialogue, même avec son conseil d'administration. Êtes-vous pertinent sur ce sujet? Donc on va avoir une gouvernance qui, d'une part, va être de plus en plus compétente sur l'ensemble des sujets RSE, qui va être de plus en plus décisionnelle à un plus haut niveau,
Et on va avoir un maillage systémique et holistique, presque, des questions RSE au sein de l'entreprise. Un comité éthique, un comité stratégique de la transition environnementale, un comité des risques. Donc, il va falloir organiser le dialogue autour de tous ces comités, car naturellement, le comité éthique ne peut pas dire l'inverse du comité des risques. Donc, ça va nécessiter une congruence de l'ensemble de ces acteurs. L'autre enjeu qui nous semblait intéressant, j'ai combien de temps encore ? 1 minute. L'autre enjeu qui nous semblait pertinent, c'était également d'interroger en amont et en aval les acteurs de la chaîne de valeur de l'entreprise, les fournisseurs, sécuriser au maximum ses approvisionnements, entretenir une nouvelle relation partenariale avec eux, les clients. On en parlait tout à l'heure, comment engager les clients également dans sa projection RSE. Du dialogue partenarial, mais à l'inverse, cela rend opposable, on en discutera peut-être avec nos juristes tout à l'heure, cela rend opposable ce que vous notifiez dans le rapport RSE. L'exigence va être plus forte de la part de vos fournisseurs, de la part de vos clients amont et aval, donc de la chaîne de valeur. La force de travail, et j'ai bientôt fini, qui projette de nouveaux enjeux de dialogue social. N'oubliez pas que pour nos patrons de PME, PMI, où la transparence n'était pas quand même au cœur des pratiques business, où on va devoir publier toutes les informations relatives, ne serait-ce que par rapport à la rémunération notamment, ou bien comment les collaborateurs évoluent. Ce niveau de transparence va quand même renforcer, je pense, la confiance et mettre au cœur des enjeux la relation entre employé-employeur. Ce qu'on peut noter également, qu'il y aura des nouvelles compétences qui vont s'inscrire dans les accords d'entreprise, dans la GEPP par exemple. Et puis, il faudra être dans le narratif, comment on a construit le dialogue social. Est-ce qu'il est pertinent? Il faudra rendre compte de la performance de son dialogue social. Voilà ce que nous avons estimé. Et puis, il faudra peut-être réinventer et se préparer à de nouvelles formes de dialogue. Alors, est-ce que ça s'appellera toujours dialogue, mais que ce soit les activistes de chez Total ou la fondatrice de PETA qui met à disposition une partie de son corps, bon, le dialogue, il y a des nouvelles formes de dialogue qu'il faudra adresser. Je vais appeler Pauline Crunier-Cribellet, qui est avocate au sein du cabinet Vivant Avocat, qui va nous faire un petit focus sur la question du dialogue social. En effet, Estelle a balayé la nature et la portée de ces nouvelles obligations donc issues de la CSRD qui transforment ce qu'on appelle jusqu'à présent la RSE et la manière dont on la pratique dans les entreprises de manière largement volontaire, ce qui constitue aussi une richesse de chacune des entreprises. On constate qu'aujourd'hui, cette situation laisse une place à un nombre croissant d'obligations en matière sociale et environnementale qui s'imposent aux entreprises et qui posent un cadre et au titre desquels, en dernier lieu, on a la CSRD. Donc cette obligation de reporting, elle n'est évidemment pas étrangère au dialogue social, elle est même doublement liée, puisqu'on va le voir, le dialogue social est objet du reporting, on va devoir s'expliquer sur la manière dont on dialogue, et le dialogue social va aussi être influencé, transformé dans une certaine mesure par la manière dont on va devoir aborder un certain nombre de sujets sociaux pour ce qui nous intéresse dans le cadre de ces obligations de reporting. En toile de fond, la préoccupation que l'on a, et qui est la question véritablement qui se pose, est celle de la performance de l'entreprise et sa valeur. Elles ne vont pas se mesurer dans un absolu et donc vont être relatives à l'époque, au territoire, au cadre politique médiatique dans lequel l'entreprise évolue, et notamment dans le cadre normatif qui est fixé. Et ce cadre normatif a vocation à influencer la valeur de l'entreprise et sa capacité d'accès au financement. C'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. L'esprit de la CSRD, c'est de flécher les investissements vers les entreprises, quelque part vertueuses, en tout cas, qui ont les meilleures notes. Donc la question qui va nous animer, c'est de savoir comment on peut se servir de la CSRD pour ne pas la subir, et comment est-ce qu'elle peut servir la performance sociale de l'entreprise.
Donc ces obligations, on peut se rassurer un petit peu, elles ne sont pas totalement nouvelles, c'est-à-dire qu'elles arrivent dans un environnement de reporting social qui est déjà assez complet. Les entreprises, évidemment, font un travail de reporting dans le cadre du bilan social, de la BDSE, de l'index égalité femmes-hommes, de la DPEF pour les entreprises qui dépassent certains seuils, ou du plan de vigilance. Donc, il existe dans certaines entreprises, peut-être que certaines qui ne sont pas visées par certains seuils vont avoir une marche un peu plus haute à monter, mais il existe des compétences, il existe déjà un travail sur des données qu'il va falloir tout de même réappréhender d'une manière nouvelle, puisque le niveau d'information, la qualité de l'information, la nature de l'information sont différentes dans le cadre de l'obligation de CSRD par rapport à ce que l'on connaissait déjà. Donc on va s'appuyer évidemment sur des acquis, mais on ne peut pas se reposer sur les méthodes de travail qu'on avait l'habitude d'appliquer. Ce d'autant que la CSRD repose sur une logique de standardisation. Le but, c'est d'imposer aux entreprises une manière d'exercer leur reporting pour qu'on puisse facilement comparer les résultats des unes et des autres. Donc, par rapport aux précédentes obligations de reporting dans lesquelles, en général, il y avait une certaine marge de manœuvre et l'entreprise pouvait définir, dans une certaine mesure, un périmètre, des indicateurs qui lui sont propres, on voit ici que c'est une logique qui sera moins à l'œuvre et donc on a un angle différent, ce qui nous conduit à alerter sur un point qui est que on va avoir des sujets qui sont communs à des sujets qui sont déjà traités dans le cadre d'obligations, ils sont communs, ils vont être traités dans le cadre de la CSRD sous un angle et selon des standards différents, et donc il y a un enjeu qui est important, qui est d'alignement entre ce que l'on va produire comme reporting dans un cadre et dans un autre, puisqu'il y aura une facilité d'accès, une facilité de comparaison qui rend évidemment impossible l'idée selon laquelle on pourrait avoir pour un même item une approche très différente selon qu'on se place dans un cadre ou dans l'autre. Sachant qu'en toile de fond, on a évidemment un enjeu de responsabilité. Si j'ai une politique RSE avec un engagement RSE fort en matière d'égalité homme-femme, que mon index égalité est bon pour un certain nombre de raisons d'ingénierie dans la manière dont j'ai réussi à le travailler, mais que par ailleurs, quand je fais mon travail dans le cadre du CSRD, eh bien, en fait, sont mis à jour des inégalités entre les hommes et les femmes, ça pose une difficulté et ça remet en cause l'engagement volontaire que j'ai pu prendre et dont on constate que sous un certain angle, il n'est pas respecté. Donc, cette obligation, évidemment, est un frein, au greenwashing, au social washing, et à la différence que l'on pourrait avoir entre des faits, enfin des discours en tout cas, et des actes. En matière sociale, ce qui est assez frappant, c'est quand même la largesse des sujets et des thèmes qui vont être traités. Je ne vais pas les conditions de travail, le petit tableau. Enfin, on a un nombre de sujets extrêmement précis. Les conditions de travail, la sécurité de l'emploi, évidemment la négociation collective, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, la diversité, l'inclusion. Autant d'items qui vont devoir être traités selon une méthode qui donc a été élaborée par cet organisme, l'EFRAG, qui a été largement reprise à son compte par la commission. Alors une consultation est en cours, donc c'est pas une méthode qui est définitivement actée, mais on a une méthode très précise pour chaque item et qui va s'imposer uniformément à l'ensemble des entreprises. Et on voit qu'on balaye un champ très large des questions sociales et des politiques sociales qui sont à l'œuvre dans les groupes. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que ce travail est aussi dans une logique d'amélioration continue. C'est-à-dire que le rapport de performance action financière sur le CSRD n'est pas une photographie à un instant T.
on impose une démarche rétrospective, donc un bilan, mais aussi une démarche prospective. Et donc, je rejoins Estelle sur la question de la narration. On doit s'expliquer sur les raisons pour lesquelles une situation est ce qu'elle est à un instant T, et sur la démarche que l'on souhaite engager en conséquence. Donc, sachant qu'en plus de cela, la directive évoque le fait que les données doivent reposer sur des preuves scientifiques concluantes. Donc, en fait, on a vraiment un travail plus que jusqu'à présent d'analyse, d'explication, de justification du chiffre, du raisonnement que l'on produit et du projet que l'on va décliner, ce qui montre bien qu'il va y avoir une grande porosité entre ce travail obligatoire qui devra être fait d'analyse et de reporting et la politique sociale, les questions sociales et la manière dont on va les aborder dans l'entreprise, puisque si dans le cadre du rapport, on évoque des réponses, une stratégie, évidemment, ce sont des choses qui vont ensuite avoir leur place dans le cadre du dialogue social. Petit point qui est pas non plus anodin, c'est le caractère public du rapport qui va être rendu, qui sera intégré au rapport de gestion, et il devra être public sous format électronique, donc probablement sur le site. Il y a une grande transparence qui va s'imposer, étant précisé que ces données seront certifiées par un commissaire aux comptes. Donc, on va devoir se préparer à assumer l'intégralité des éléments qui vont y figurer. S'agissant ensuite du lien direct qui va être tissé entre le travail de production de ce rapport et le dialogue social, il n'est pas absolument certain qu'en droit français, puisque c'est une transposition de la directive qui est attendue et qui devra préciser si le CSE est informé, consulté et de quelle manière. Néanmoins, la directive impose une obligation d'information à la fois des représentants du personnel et des syndicats et de prise en compte de leur avis. Donc, il est assez probable qu'on se dirige vers une obligation de consultation du CSE sur cette partie du rapport de gestion. Et là, on en revient à des enjeux un peu plus larges qui ne sont pas propres à la CSRD et qui sont la question du dialogue social et environnemental et de l'implication des IRP dans ces questions qui sont nouvelles, qui dépassent le champ simplement social, qui débordent sur le champ sociétal, le champ environnemental, qui néanmoins ont une importance considérable à la fois dans la stratégie, dans la valeur de l'entreprise et plus concrètement dans l'impact social que vont avoir la transformation des activités, les transformations environnementales qui vont s'imposer. Et donc il y a un vrai travail, enfin, à notre sens, la route est encore longue, elle commence à être empruntée dans certaines entreprises, mais c'est pas une évidence d'acculturation des acteurs du dialogue social sur ces sujets, leur montée en compétences, leur formation, parce que ce ne sont pas des sujets qui ont été pleinement saisis par les partenaires sociaux. On le voit l'ANI du 11 avril 2023 sur le dialogue social et la transition énergétique a été le fruit de très longs mois de négociations. C'est quand même un ANI qui est sorti dans la douleur, que plusieurs organisations syndicales refusent de signer, qui témoigne néanmoins d'une conscience partagée de ce que la question environnementale et sociétale dans le dialogue social est inéluctable. C'est une question de calendrier, mais la question est là, elle existe. Le constat est très nettement partagé, la conscience existe, mais il y a une traduction qui va intervenir dans les prochaines années au sein des entreprises et qui nécessite une transformation aussi des acteurs du dialogue social. Et cette transformation, elle est d'autant plus importante que, et la CSRD est très claire là-dessus, que
Sa finalité donc est le fléchage des investissements vers les entreprises qui ont des normes de durabilité et de gouvernance les plus élevées. Donc, à terme, la capacité de financement des entreprises va dépendre de plus en plus de leur performance en matière de durabilité. Donc, il ne s'agit plus d'une politique, d'un choix, d'une philosophie, d'une volonté de l'entreprise de s'inscrire pour 1000 raisons dans une démarche de RSE. Ça va bel et bien être une question de vie et de survie. Donc ces actions-là, elles doivent évidemment être traduites dans la stratégie, dans la sociale, dans la conduite opérationnelle et donc dans le dialogue social, dans la mesure où elles vont de toute façon avoir des conséquences sur l'emploi et les conditions de travail. Notre analyse, s'agissant des actions à mener, parce qu'on comprend que la conscience est présente, l'obligation est prochaine, et donc on doit évidemment se mettre en action. C'est, comme je l'évoquais, tout d'abord la formation. On ne peut pas envisager un dialogue social sur des sujets si autour de la table, on n'est pas formé, on ne sait pas de quoi on parle, et on voit bien qu'on ne parle pas de choses simples. On ne parle pas de choses simples à la fois dans les sujets que l'on traite, et on ne parle pas de choses simples aussi par rapport aux enjeux. C'est-à-dire que traiter des enjeux environnementaux, on peut le faire avec énormément de bonne volonté. Les bonnes volontés ne guident pas toujours la bonne action, et donc il y a un besoin d'experts de réflexion qui sont indéniables. Et donc, il y a forcément une politique de formation aux aspects juridiques et économiques qui doit être faite au sein des directions des ressources humaines et auprès des représentants du personnel qui ont évidemment des droits, mais dont on comprend, enfin en tout cas de notre expérience, qu'au sein des entreprises, ils se saisissent assez peu de la faculté qu'ils ont de bénéficier de formations environnementales. C'est pas encore quelque chose qui est très présent dans les entreprises en général. Ensuite, si on prend aussi toujours de la hauteur, c'est établir une stratégie économique et sociale de l'entreprise qui soit compatible avec des objectifs de durabilité, des objectifs économiques et les objectifs économiques et sociaux qu'Estelle évoquait, qu'il s'agisse de l'accord de 2015 de Paris ou des objectifs de réduction du carbone. Enfin, in fine, on va devoir rendre des comptes sur la manière dont on atteint ces objectifs. Donc, toute la stratégie de l'entreprise va évidemment être transformée autour de ces objectifs-là. Plus prosaïquement, il apparaît important d'établir des délégations de responsabilité pour traiter ces questions qui sont sensibles et qui sont à enjeu et pour lesquelles l'entreprise et ses dirigeants sont engagés. Et ensuite, agir et penser ces questions-là au sein des entreprises, mais aussi au sein des branches professionnelles et des organisations patronales, parce que on voit bien que la manière de traiter ces questions dépasse en partie le cadre de l'entreprise et les enjeux également. Il y a des enjeux, comme Estelle l'évoquait, de souveraineté européenne, s'agissant de normes qui vont s'appliquer aux entreprises européennes ou qui interagissent, enfin qui ont des activités sur le continent européen. Et voilà, il faut pas être dupe de l'importance que va avoir sa capacité à traiter et à produire des données de reporting qui soient robustes dans la compétition mondiale. Je vous propose d'ouvrir la table ronde, alors pas tout à fait encore dans un format table ronde, mais avec l'intervention de Philippe Delorme, qui va nous raconter un petit peu l'histoire des Worth. Et on va être un petit peu sur le E avant de passer au S. Je vais essayer de ne pas raconter toute l'histoire parce que sinon on ne va pas y arriver. Non. Mais en tout cas, elle est bonjour à passionnante. tous. Donc juste pour présenter rapidement qui nous sommes. Tu nous redis qui tu es ? Alors oui, Philippe Delorme, donc je suis en charge de tout ce qui est grand projet. Je suis plutôt rattaché à la partie commerciale et avec pour objectif de proposer des solutions qui vont servir en fait ces enjeux qui sont les nôtres de la CSRD, puisque ce que l'on va produire, ce que l'on va fournir et la façon dont on va le faire va agréger en fait les rapports CSRD de la plupart de nos clients.
Donc, qui nous sommes? Alors, vous voyez quelques jolis objets. En fait, Eworth, c'est une société qui a 75 ans, société familiale d'origine américaine, avec un certain nombre de marques qui portent le nom du fondateur, Eworth, mais aussi des marques plus connues comme Cassina, comme Poltrona Frau, Pablo ou d'autres, qui font partie de l'ensemble des solutions qu'on est capable de fournir à nos clients pour aménager des espaces tertiaires en tenant compte, évidemment, de ce contexte particulier qui est l'évolution de la façon de travailler, mais qui est aussi directement impacté par les attentes très fortes des salariés, des membres des entreprises, de flexibilité, mais aussi de conditions de travail environnementales. Donc, une présence mondiale, une entreprise qui est très avant-gardiste sur les solutions et qui comprend très bien le monde qui l'entoure, puisque présent sur toute la planète. Tu peux avancer. Donc, on fabrique, on construit et on développe nos propres solutions. Et on s'est engagé dans cette approche très ancienne pour Eworth, hein, c'est 1992, hein, le premier rapport financier est en 2005, à travers le SBTI, de positionner nos enjeux et nos objectifs en matière de réduction du réchauffement climatique ou du maintien du réchauffement climatique. Donc 3 enjeux, 3 objectifs forts. D'ici 2025, d'être neutre en carbone sur alors, les scopes 1 et 2, on va dire les émissions directes de carbone, et d'ici 2030, une décarbonation qui va nous engager à réduire d'environ 46% nos émissions de carbone. Donc on verra comment on le fait. Et puis d'être net zéro en 2050, ce qui est l'enjeu qu'on a évoqué rapidement pour nous, mais qui s'inscrit en fait dans une démarche assez longue. Donc, première étape, bien évidemment, c'est sur notre activité industrielle que l'on va avoir ces enjeux-là. Donc, on va chercher de quelle manière on va pouvoir décarboner au maximum une activité industrielle, que ce soit sur l'énergie qu'on utilise, que ce soit sur les matériaux, ou que ce soit sur la chaîne de valeur ou la supply chain, et de quelle façon on va la mettre en œuvre. Et donc ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants, et on va communiquer très clairement auprès de tous nos clients et en interne, avec des analyses du cycle de vie qui va donner exactement l'impact et qui va pouvoir agréger pour l'ensemble de nos clients, eh bien, quel est le bilan carbone d'une implantation d'un nouveau siège social pour Total, pour Engie, pour vous aussi. Ça peut être des éléments très forts et très importants dans la communication interne parce que ça va agréger votre rapport. Le deuxième sujet qui est très fort en France et qui est aussi un élément qu'on a porté aussi, c'est de quelle façon on va essayer de rendre encore plus lisible, on va dire, cette relation entre l'environnement et les hommes. Et c'est-à-dire de quelle façon on va vouloir essayer de verdir la planète et en même temps d'unifier les hommes autour de ça. Donc on va s'appuyer sur des gens sur lesquels il n'y a pas de doute sur leur engagement. Donc par exemple, le label Emmaüs, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme de vente en ligne, c'est un équivalent d'Amazon, mais tous les produits que vous avez là sont des objets qui sont donnés. Donc c'est uniquement associé à des boutiques en ligne qui vous proposent des dons. Atelier Emmaüs, qui est un autre espace en fait de la sphère Emmaüs, qui va à partir de déchets, qui sont des choses qu'on va récupérer dans des bennes, et ben construire des produits. Et on a lancé un concours il y a maintenant 1 an et demi, et nous allons éditer les premiers produits issus de déchets avec des designers qui nous ont accompagnés là-dessus. Et puis d'autres exemples de start-up, il y en a énormément qui viennent nous voir et qui nous proposent des solutions. Par exemple, Tisu, une société qui est à Villeurbanne, qui à partir de déchets de draps va créer des surfaces absolument incroyables qui vont donner une puissance de communication interne sur vos meubles qui est extrêmement intéressante. Tout ça étant fait à partir de déchets, avec un bilan carbone sur chacun des produits qui est globalement de moins 80% par rapport à un produit standard industrialisé. Même si vous êtes extrêmement vertueux, cet outil d'utiliser des déchets est d'une puissance remarquable. Et puis évidemment, notre usine que l'on a en Vendée, eh bien, il faut qu'on soit très attentif au fait qu'on ait aussi, nous, cette transformation en interne, et on a mis en place des process industriels
qui nous permettent non pas de rentrer de la matière neuve, mais de rentrer des déchets et de sortir ensuite des produits qui sont des meubles et qui vont permettre de créer des espaces tout à fait esthétiques, tout à fait fonctionnels, qui vont nourrir des stratégies d'entreprise et de la façon dont ils vont pouvoir communiquer et repenser la manière de travailler. Nous, on va le traduire dans leurs espaces à travers ces solutions. Voilà, donc très rapidement, c'est ce que l'on a évoqué. Alors, on va le faire de façon mondiale. On a ouvert une plateforme avec le label Emmaüs à Damazan, près de Toulouse, en février 2021. Nous avions un acteur de choix qui, en 2017, avait soutenu label Emmaüs et qui est venu nous donner un petit coup de main aussi sur le fait de pouvoir montrer que c'est possible à partir de déchets Philippe, de faire des tu peux nous choses dire ce que ça intéressantes. représente aujourd'hui, ce cycle-là, en volume, en quantité de quelque Alors chose? en volume et en quantité, on est vraiment au démarrage. On pense que, et je reviendrai après sur un autre aspect qui est très fort pour nous, hein, qui est la loi AGEC, ce que c'est à moins de 5 ans, 20% de notre activité qui va passer à travers ce genre d'initiative, soit avec des partenaires. Dans 5 ans. Moins de 5 ans. On pense moins de 5 ans, ouais, moins de 5 ans. Donc on a intérêt à très très vite s'organiser. Ça veut dire qu'il y a aussi des investissements industriels qui sont faits autour de ce cadre. Évidemment, on va être très transparent sur la manière dont on va faire les choses, que ce soit sur la politique sociale, mais évidemment sur la gouvernance, mais sur la partie environnementale. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, eh bien, est agrégé avec des analyses de cycle de vie, différents types de labels qui vont prouver la réalité de ce que l'on fait auprès de nos clients et qui va servir en fait cet objectif et cette ambition. Alors ça et toutes nos initiatives qui sont faites depuis de nombreuses années sont auditées et nous permettent de communiquer de façon très simple sur la manière dont nous sommes récompensés au travers de EcoVadis. Alors pour la petite histoire, nous sommes Gold et nous sommes passés à 1 point du Platinum. Donc c'était dommage, mais ça sera pour l'année prochaine. Et en fait, c'est lié au périmètre mondial qui est le nôtre, hein, puisque nous sommes sur tous les continents. Et vous imaginez que aux États-Unis ou en France, il est peut-être plus facile de travailler sur des aspects sociaux que dans notre usine que l'on a en Inde ou en Chine, qui sert le secteur Asie-Pacifique, où là, effectivement, par exemple, sur l'équité homme-femme et des choses comme ça, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas obtenu Platinum, par exemple, mais on y travaille et c'est une démarche mondiale. Donc c'est 2% des entreprises qui obtiennent ce type de niveau Gold, et quand on passe à un Platinum, je crois que c'est moins de 2%. Sur 65 000 entreprises. Philippe, on a été abreuvé de normes, de labels, etc. Mais moi, j'aime bien la loi AGEC. Alors, la loi AGEC... Est-ce que tu peux me dire l'ampleur de cette contrainte que ça représente pour vous? Le CSRD, c'est très intéressant et ça touche les entreprises privées, mais il y a un acteur important qui est l'État. Et la loi AGEC, qui est une loi qui va être anti-gaspillage et anti-économie circulaire, c'est un travail énorme de 130 articles. Et nous, on va être concernés uniquement par un article, qui est l'article 58, et qui va en fait montrer de quelle façon l'État s'engage dans ses achats publics à nourrir cette ambition de décarboner l'activité l'activité d'un État comme la France. Donc ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une obligation de consacrer 20% de la commande publique. Alors c'est énorme, hein, 20%, vous pouvez imaginer tout sujet confondu, 20% de la commande publique à des produits de réemploi, de réutilisation. Donc évidemment, quand vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de le faire pour le privé comme pour le public. Et l'objectif pour les metteurs du marché, eh bien, c'est d'être en capacité d'avoir une offre suffisante pour le faire. Autant vous dire que toutes les administrations sont un peu en panique aujourd'hui parce qu'elles ne savent pas comment elles vont trouver des industriels capables de nourrir ce genre d'ambition. C'est pour ça que nous, on y travaille activement et on a déjà des solutions. Mais aujourd'hui, très très peu d'administrations remplissent ces critères. Et quand Bercy leur demande où est-ce qu'ils en sont, bah, ils ne sont pas très à l'aise. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de sanctions de l'État, mais ça ne sera tardé. Voilà. Et donc, pour nous, c'est un enjeu très, très concret de la façon dont on va pouvoir décarboner notre activité
et nourrir ces ambitions qui sont les nôtres, que ce soit auprès de nos clients entreprises privées ou que ce soit auprès des administrations et de l'État. Voilà. Philippe, j'ai une dernière demande. Oui. On va parler de dialogue social et de dialogue avec les parties prenantes. Les personnes ne sont pas arrivées toutes en même temps. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de où on est? Alors oui, où on est. Alors, où vous nous accueillez. On pourra, si vous le souhaitez, avec Richard qui est avec moi, on pourra vous faire visiter ce lieu. En fait, vous êtes ici dans l'ancien siège social de la société Brandt. Donc Edgar Brandt, qui était un ferronnier d'art, c'est lui qui a dessiné tout ce que vous voyez sur les balcons, toutes ces ferrures qui sont plutôt art nouveau, hein, donc un bâtiment de 1927. Et dans ce lieu, ici, un peu comme dans les ateliers d'Eiffel, eh bien, on travaillait la ferronnerie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette activité a migré vers la fabrication d'armements, hein, de canons, d'obus, de choses comme ça. Et puis ensuite, le travail de la fonte a été utilisé pour mettre dans des machines à laver, et la marque que vous connaissez tous maintenant. Mais Edgar Brandt est pour les collectionneurs de ferronnerie d'art un personnage connu qui est intervenu, et quand vous regarderez la porte tout à l'heure en partant, vous voyez les deux syllabes de son nom, Edgar Brandt, qui montre en fait tout ce travail et qui est un bon véhicule de savoir-faire dans un bâtiment qui à l'origine était industriel. Voilà, donc on pourra faire un petit tour pour ceux qui sont intéressés, parce que de l'extérieur, on ne le voit pas. Et juste à côté, le bâtiment qui n'a pas été conservé dans le même état était aussi des ateliers très intéressants, où aujourd'hui il y a Réservoir Prod et d'autres compagnies comme ça. Voilà. Donc en tout cas, Merci ça sera avec beaucoup, plaisir Philippe, de vous faire partager ça. Merci de nous accueillir dans ce magnifique